Je saluais le vigile derrière sa vitre sans teint, collais mon badge contre le tourniquet et nous prîmes le couloir qui menait à mon bureau. Je savais qu'il nous suivait sur ses écrans de contrôle. Camille avait cessé de se plaindre qu'il était tard et s'assit à côté de moi quand j'ouvris ma session. Elle avait posé un dossier à côté du clavier et quand la machine lança le programme, je l'envoyais chercher des DVD, des disques durs puis des CD-ROM pour que l'homme s'habitue à la voir se déplacer entre les bureaux vides. Ça n'était pas la première fois que je venais travailler en pleine nuit, mais les vigiles changeaient souvent. Mieux valait être prudent. Au bout d'un quart d'heure, je mis mon kit main libre, Camille mit le sien, et je l'appelai. Je parlais, fis un geste pour désigner l'étage supérieur. Elle se leva à nouveau et monta les escaliers vers les bureaux de la maintenance. J'activai une des scènes érotiques d'Opium sur mon écran, la fis glisser sur l'écran latéral, plus large, et ne gardai sur le mien que les commandes et les fenêtres de dialogue. La caméra était loin dans mon dos, mais le vigile avait vu sur la fille que je faisais se déshabiller et se rhabiller juste avant l'instant crucial. Mes gestes ne devaient pas trahir ma conversation avec Camille, qui était arrivée là-haut. « J'ai essayé tous les tiroirs, dit-elle. Ils sont fermés. Je ne sais pas où le type met les clés. » Il n'y a qu'une seule clé qui commande tous les tiroirs. C'est pareil partout. Et toute petite. Pot à crayon, sous la lampe, le panier à formulaire. J'ai déjà regardé, je suis pas conne. Cherche encore. Derrière la chaise, il y a des dossiers sur un petit rebord. Les gens planquent leurs clés tout près de la porte, c'est la règle. Ou ils l'emportent avec eux. Non, les types de la maintenance, ils tournent. Il n'y a pas 10 000 clés, c'est interdit de faire des doubles. Et le remplaçant doit pouvoir la trouver sans problème. Si dans 3 minutes tu ne trouves pas, tu prends un dossier sous une pile et tu redescends. Ok, chef, mais bon, je suis pas une héroïne du Da Vinci Code, moi. Et moi, je vais pas pouvoir prolonger indéfiniment le striptease de la grosse espionne. T'as qu'à passer à l'acte. Il n'y a pas d'acte, Camille. C'est pas un jeu porno, ça s'arrête avant. C'est nul. J'entendais sa respiration et des bruits métalliques. Elle fouillait encore. J'ai un peu les jetons, dit-elle. J'ai l'impression d'être dans un film, mais il n'y a pas de musique. C'est un film muet, alors prends ton temps, tout va bien. Je tirais vers moi mon clavier, vis un stylo qui avait roulé dessous. J'ai été toujours contrariée par ça au bureau, des choses idiotes comme la disparition des stylos. Je dis « Le clavier, Camille, sous le clavier, la clé. » Je l'ai, il y en a plusieurs. Quand elle revint, j'ai été debout et nous sommes allés à la cafétéria. Comme prévu, le vigile est venu prendre un café lui aussi, histoire de parler. Il nous plaignait, mais bon, c'était le taf. Lui, il devait faire son tour. Je lui demandais quand il finissait. Dans 1 heure. Et ça faisait 6 heures qu'il était là. Ça fait long, dit Camille. Long et mal payé, dit le vigile, qui partit inspecter les locaux en traînant les pieds. Dans le trousseau, je trouvai la bonne clé du premier coup, ouvris le bureau sans allumer, confiai à Camille le papier que m'avait donné Alex, et quand elle s'installa devant l'ordinateur de Fred, je ressortis en jetant un œil à la grande photo encadrée au mur. C'était Alex et Lara, de dos dans des fauteuils, sur une terrasse de la maison que nous avions louée un été, à Spetses. Et ils regardaient la mer et un ferry qui partait, un temps ancien où nous étions 2 couples d'amis. Sur mon ordinateur, je modifiais un détail de la dernière scène d'Opium, en me réjouissant de leur surprise. Mais Camille ne trouvait toujours pas, malgré les mots de passe qu'Alex avait notés en s'appliquant. Elle avait dit « Rien de sûr, Fred les a peut-être changés ce matin, mais il utilise tout le temps les mêmes. » Le vigile allait bientôt se demander pourquoi j'étais seule depuis si longtemps. Le premier code n'avait pas posé de problème. Camille avait ouvert une session. Et elle avait aussi craqué le private de Fred, mais certains dossiers et les mails étaient toujours verrouillés. Et elle ne parvenait pas à les copier sur mon disque dur. Il y eut au loin des éclats de rire et des saluts. Le vigile accueillait son remplaçant, et dehors la nuit tournait au gris, au-delà des tours. Dans moins d'1 heure, les portes ouvriraient. « Essaie encore, dis-je. Tu as bien tapé le numéro du mois après chaque mot de passe. 08, août. J'ai même fait juillet au cas où, rien. Je te mets en attente, j'appelle Alex. » Alex s'était endormi chez Zoé. Elle n'avait pas d'autre idée. On avait essayé toute la liste, avec et puis sans le numéro du mois en cours. Le premier mot de passe était bien Alex08. Ensuite, rien ne s'ouvrait. Date et lieu de naissance, nom, prénom, surnom, marque de voiture, numéro divers, et même les réalisateurs préférés de Fred qui leur avaient longtemps servi quand ils travaillaient ensemble. Elle ne sut quoi dire. Je raccrochai et perdis en même temps Camille. Je regardais le stylo sur mon bureau et me répétais « Cherchez tout près. On pense d'abord à ce qu'on a sous les yeux. On désire ce qu'on a sous les yeux. » Fred était tombé amoureux d'Alex quand elle était son assistante. Il y a quelques années, quand j'enquêtais pour un jeu, un profiler m'avait répété « La première victime d'un tueur en série est toujours la fille de la maison d'en face. » Il avait ajouté « L'obsession se cache tout près et les secrets crèvent les yeux. C'est pour ça qu'on ne les voit pas. » Les vigiles faisaient un tour ensemble. J'attendis qu'ils prennent l'escalier et filaient dans le bureau de Fred. Camille allait renoncer.
Je m'accroupis près d'elle et tapais Spetzes sur le clavier. Toujours rien, mais j'étais certain que c'était là. Je rappelais Alex. Tu te souviens du nom de la maison à Spetzes? Je ne sais plus, Argonaute? J'essayais avec toutes les orthographes possibles. Ce n'était pas ça. Et le restaurant où on allait? Même chose. Il y eut un silence. Je dis à Alex, on rentre. Mon idée n'était pas la bonne et il faudrait que j'aille voir Fred à 9h30. Il avait gagné. On entendit les vigiles arrêtés au bout du couloir. Il parlait d'horaire et de relève. Il faisait jour et Camille me regarda, effrayée. Fred nous enverrait les flics et porterait plainte. Effraction, tentative de vol de données. Je pensais au profiler, ce qu'on a sous les yeux, et tournai une dernière fois la tête vers la photo. Spetzes, la mer, les argonautes, les nuques de nos fiancés, Alexandra, Lara. Et mon cœur a bondi quand j'ai tapé Lara 08. Je connectais le disque dur à mon ordinateur et mentis à Alex. J'avais seulement mal orthographié Spetzes, et elle se recoucha avec Camille qui avait ri tout le voyage en répétant Lara 08, c'est énorme. Zoé m'apporta un bol de café. Je fouillais les dossiers et les mails de Fred. Zoé revint et me massa les épaules. Elle n'avait pas l'air surprise par ce mot de passe. Fred avait connu Lara bien avant moi. Il avait d'abord été l'assistant de son beau-père et elle le connaissait depuis l'enfance. Toutes les filles ont un faible pour ça, une admiration, le jeune assistant. C'est normal, dit-elle. Ça me dégoûte, tout me dégoûte, même moi. Menteur, tu es juste jaloux. Elle ôta ses mains de ma nuque, se pencha pour me regarder en souriant. Et même s'il y avait eu quelque chose, admettons qu'il y ait eu quelque chose, t'es mal placé pour leur en vouloir. Je la fixais. Tu sais quoi au juste? Je ne sais rien. Elle avait l'air de dire la vérité. Et Alexandra, elle sait quelque chose pour Lara et Fred? Elle posa son café et sortit de la pièce. Je la suivis dans sa chambre. Elle bouclait ses sandales et je reposais la question. Elle s'énerva. Je ne sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'Alex pense à toi maintenant, aujourd'hui, comme elle pensait à toi quand elle t'a rencontré. Au lieu d'être clair, tu fais un caca nerveux pour un mot de passe qui ne veut peut-être absolument rien dire, alors qu'il y a 2 heures, tu étais ici avec elle dans un lit. Au fond, tu te fous de Lara et tu te fous d'Alex. Mais non, simplement, je ne sais plus où j'en suis. Oh mon pauvre! Et Alex, tu t'es demandé si elle sait où elle en est? Elle vivait sa vie. C'était pas bien gai, mais au moins elle ne se retrouvait pas à l'hosto. Et là, tu débarques avec ton message de bouffon. Allô, c'est moi qui vais changer ta vie. En fait, t'as fait salut, je te veux, comme chez le marchand de bonbons. Oh, ça va, hein. Me fais pas la leçon, toi et tes théories sur les gens et l'amour qui n'est pas un objet de consommation. Tu parles. Elle fit un geste de la main pour me dire qu'elle en avait assez, mais je voulus encore me défendre. Je ne savais pas pour Alex. Tu ne sais rien, jamais, tu ne vois rien. Je vais être claire. Avant d'emménager avec Fred, elle habitait un appartement dans un quartier pourri, juste parce qu'un jour, tu lui avais dit que tu aimais cet endroit. Elle se leva, se planta devant moi les yeux pleins de colère. Et puis ça suffit, vas-y, trouve-le ton mail. Sauve ton couple si tu peux encore, mais sois sincère avec toi-même ou au moins avec Alex. C'est plus une petite fille, elle s'en remettra. Si elle a osé une fois avec toi, elle osera avec un autre. La seule chose positive dans l'histoire, c'est qu'elle se tire enfin de chez ce connard. En attendant, laisse-moi, je dois aller bosser. Elle me chassa de la chambre et j'entendis la porte de l'appartement se refermer. Je me rassis devant l'ordinateur. Elle avait raison. Être sincère, mais je ne savais toujours pas ce que je ressentais. Jaloux, amoureux, consommateur de corps et d'émotions, tout en même temps. La seule chose certaine, c'était que je devais neutraliser Fred, arrêter cette machine que j'avais mise en marche. Je replongeais dans ses dossiers et cessais de penser pour n'éprouver nul regret, nul remords, et qu'au moment de l'abattre, ma main ne tremble pas. L'aéroport brille comme un navire sous la pluie et c'est à peine si on voit les feux des avions. Dans la passerelle d'embarquement, tout le monde a peur et des ados rient trop fort. L'eau a inondé on ne sait comment le tapis antidérapant. Une mère serre contre elle son bébé, l'homme en chemise devant moi sans la sueur, et un autre fait tourner les mails sur son Blackberry. L'hôtesse vérifie mon coupon, je veux rebrousser chemin mais il est trop tard. Je suis embarquée. Je n'ai plus qu'à parier que ça marche et qu'au bout il y a une infinité de bonheur. Comme Descartes, j'ai toujours cru que la terre nous appartenait, et le ciel et la mer, mais je n'en suis plus certain. Tout m'échappe, jusqu'à cet orage qui frappe les hublots et rétrécit l'espace autour de la carlingue glacée. Le commandant annonce que le départ est imminent. Je sors une dernière fois mon portable pour l'éteindre, toujours pas de message. Ce matin à 9h30, j'ai envoyé à Fred un SMS qui disait seulement Lara 08. Il a répondu par un point d'interrogation et ajouté « Comme d'habitude, t'es en retard, je t'attends ». Pour lui montrer que j'avais des preuves de sa trahison, j'ai alors recopié un numéro de compte à Malte, trouvé dans son disque dur et sur lequel une filiale d'Elson lui a viré 100 000 euros. J'ai ajouté cette phrase. Je sais tout, tu sais tout et on oublie tout, ok?
Cet idiot était tellement sûr de lui qu'il avait ouvert un compte au nom d'une société dont il était le seul gérant. Ça n'avait pas été long de le retrouver sur le net. Toute la journée, j'ai attendu un OK ou un va te faire foutre, mais rien. Il devait mettre en place une autre stratégie et ça m'inquiétait presque autant que ce décollage. Il eut d'énormes sacs de pluie, les moteurs sifflant dans le vide et des aplatissements soudains. Tout le monde semblait prier. L'avion secouait ses passagers et nous étions comme des pierres, puis il y eut des trouées de bleu entre des falaises de nuages. Je cessais de guetter les bruits de la carlingue en croyant voir enfin le soleil, mais bientôt nous frappions une autre masse aveugle et ça n'en finissait pas. On apercevait un instant l'extrémité de l'aile où un flash clignotait, et l'instant d'après, une laine sombre et follement agitée frottait à nouveau les hublots. L'avion vira, une fois, 2 fois, je comptais les secondes. Le moteur parut s'arrêter et je retins mon souffle, puis le soleil illumina d'un coup la cabine. Il faisait beau et les gens se remirent à parler. Nous étions dans l'air transparent, au-dessous comme un tapis piétiné, des Everest de nuages et des glaciers bleutés dérivaient dans le ciel. Parfois les cimes s'entr'ouvraient et on apercevait alors des effondrements gigantesques, des éboulements bourrés de suie noire et parcourus de foudres et d'éclairs argentés. L'orage n'était plus pour nous. Les hôtesses se levèrent et la mécanique du vol se mit en place. Détails du trajet, vitesse, altitude, heure des repas. On occupe, on remplit le vide. Le commandant parla lui aussi et nous souhaita bon voyage. Quel que soit l'avion, il a toujours cette voix calme et lointaine, et on s'en veut presque d'avoir eu si peur alors qu'il était là. L'homme à côté de moi ôta son petit bonnet, le posa sur ses genoux et ferma les yeux. Je finis par obtenir une couverture, abaisser mon siège et me laisser aller au ronronnement des réacteurs. Quelque part sous nos pieds, il devait y avoir des routes et sur l'une d'elles, une auto qui emmenait Alexandra et sa fille vers le sud. En me voyant ce matin, elle avait compris que je ne viendrais pas. La veille, alors que nous étions dans son lit, je lui avais tout dit du texto mal adressé et des manœuvres de Fred avec Elson. Tout dit aussi du petit hôtel que j'avais pris, autant pour fuir Fred que pour fuir l'appartement que j'habitais avec Lara. Pendant des années, avais-je dit, je m'étais acharnée à vivre une vie qui n'était pas la mienne, par faiblesse. Elle avait relevé la tête et ajouté « Et par amour aussi ». J'avais décidé de ne plus mentir et je ne lui mentis pas. Je dis qu'aujourd'hui mon cœur était dispersé comme un feu dans lequel on a donné un coup de pied, et il allait s'éteindre si je ne faisais rien et continuer à vivre ainsi. Je dis encore, l'amour ne sauve pas. Il faut d'abord se respecter soi-même, ne plus se maltraiter, se morfondre et être obsédé par soi. Et alors seulement on peut aimer, être disponible pour voir l'autre et aimer vraiment. Il me regarda. Il n'y avait rien de triste dans ses yeux. Tu as sans doute raison. J'étais persuadée d'aimer Fred, d'aimer cette vie, mais tu as laissé ce message et ça a suffi pour que tout s'effondre. Et est-ce que c'était moi qui aimais, ou celle que je rêvais d'être à tout prix? J'ai eu le vertige et je l'ai encore. Je me suis trompée de vie toute seule. Tu vois, on est deux. C'est drôle. Elle a posé sa tête sur ma poitrine, et dans la faible lumière de la chambre, les grains de beauté de son dos ressemblaient à des galaxies, à d'étranges signes du zodiaque parmi les bleus et les minces déchirures. Je contemplais ce ciel vivant qui dessinait 1000 avenirs possibles, et je ne sus quoi dire. Cette fille me bouleversait. Je voulus dire oui, c'est vrai, on est deux, et partir avec elle, mais les mots restèrent dans ma bouche. Il y avait Lara, et dans la poche de ma veste, ce photomaton d'une époque lumineuse. L'amour a la couleur de la vie qu'on a. La mienne était devenue une prison, et notre amour étincelant, s'était perdu dans le gris des murs. Le silence durait. Alex me regarda et je pensai soudain que ce que j'éprouvais pour elle n'était peut-être que le désir d'une autre vie. La folie, dis-je enfin, c'est refaire les mêmes erreurs en espérant des conséquences différentes. Alex se dégagea, alluma une cigarette, remonta le drap sur sa poitrine et fuma en silence. Le regard dans le vide, elle se força à sourire et dit « Fais comme tu le sens, fais du mieux que tu peux. Moi, je pars. » Le lendemain, Alex m'avait emmenée à la banque et avait retiré tout ce qu'elle pouvait du compte qu'elle partageait avec Fred. Elle m'avait donné la moitié du paquet de billets avec une petite enveloppe à ouvrir plus tard. À l'intérieur, il y avait l'adresse d'un loueur de bateau, rien d'autre. Dans l'avion, le jour baissait, le soleil avait plongé d'un coup derrière la courbure de la terre. Tout était rouge. Pendant de longues minutes, je n'avais songé à rien et j'avais contemplé le ciel. Une gigantesque fonderie sous le lourd plancher de nuages où couvait l'incendie. Je me tassai dans le siège, acceptai un verre de coca et regardai par le hublot l'orage souffler au-dessous de moi. Éclat de vermeil sous les banquises bleues comme une grenade écrasée sous la neige. Explosion de rouge et d'orange, soudure d'or et limaille de cuivre en fusion. Et puis d'immenses filaments de cobalt qui se débattent et finissent par mourir avec les derniers rayons du soleil. À chaque éclair, le monde naît et guérit. Quand je relevai ma tablette et m'allongeai après le repas, une coquille de lune s'était posée sur l'horizon. On avait éteint la cabine, mon voisin regardait un film indien où on dansait en chantant des mots d'amour et tout était comme nous, en suspens. J'allais enfin pouvoir dormir en attendant demain, le pire ou le meilleur jour de ma vie. Mais ce n'était pas important.
Au moins, il serait vrai.